Merci de votre fidélité à Question Directe. Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Salou Samb, opérateur économique au Sénégal. M. Salou Samb aussi, président du Stade de Mbour. M. Samb, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle au Sénégal de la pêche. Certains disent que la pêche est en crise. Est-ce que c'est vrai? Bonsoir Alassane. Je pense que parler de la crise dans le milieu de la pêche n'est pas quand même un vain mot. Pourquoi? Je pense que notre secteur traverse des moments difficiles. De ces difficultés résultent beaucoup plus d'anciennes politiques de nos gouvernants qui étaient là. Je pense qu'ils n'ont pas pris en compte ou bien qui n'ont pas pris conscience que la pêche quand même est une denrée qui est une denrée périssable, une denrée qui peut finir un jour. Et je pense que ceci est la résultante de tout cela. Actuellement, pour trouver du poisson sur le marché national, ou bien même, je ne parle même pas d'exportation, sur le marché national, il faut se lever tôt et ça devient même un parcours de combattant. Les rares poissons qu'on trouve sont trop chers et donc ce qui fait qu'il y a actuellement beaucoup d'entreprises qui ne travaillent pas, qui travaillent à 10% de leur capacité et qui ont des charges fixes énormes. Moi, je pense qu'il est temps quand même que les autorités prennent la chose à sa juste valeur, sa juste mesure et qu'on se permette quand même de donner les solutions idoines pour régler le problème de la pêche. Mais aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités? Ce sont la ressource, la disponibilité de la ressource. C'est le premier problème. Et je pense que ceci est quand même tributaire d'une pêche qui a été une pêche irresponsable par les acteurs même de la pêche eux-mêmes, je veux dire, et par des bateaux étrangers qui ont été là et qui ont pillé nos mers. Et la responsabilité quand même de cela incombe à aux anciens gouvernements qui étaient là. Et je salue quand même la nouvelle politique de du président de la République. Quand même le premier acte qu'il a eu à poser, c'est d'arrêter toutes les licences qui étaient là, qui étaient octroyées aux bateaux russes, qui sont des bateaux monstres, des bateaux usines, qui ne respectent pas le milieu marin, qui détruit l'habitat des poissons et qui ramassent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi la responsabilité des acteurs de la pêche, avec les techniques de pêche qui sont interdites, qui sont utilisées soit par les pêcheurs artisanaux, mais par vous-même en tant que gros industriel de la pêche. Vous savez, moi je pense que le milieu de la pêche, la première chose, c'est que le milieu de la pêche est géré par la majeure partie par des étrangers. Les usines qui sont ici au Sénégal sont gérées par des étrangers. Je fais partie des rares Sénégalais quand même à avoir une usine digne de ce nom, où on peut parler d'industrie. Et je pense que moi, mon problème, je sais que sans la pêche, j'aurais du mal quand même à gagner mon pain. Et c'est pour ça que je me bats toujours pour une pêche responsable, une pêche qui respecte la nature, qui respecte le produit qui nous fait vivre et qui pourrait quand même plus tard revenir entre les mains de nos enfants. C'est pour cela que je déplore parfois les bateaux qui sont ici, qui pêchent n'importe comment, des filets qui ne sont pas autorisés. Et je pense aussi que le problème qui se pose, c'est que les autorités qui sont là pour l'application des mesures, des lois, parce qu'il y a des lois quand même derrière, il y a des lois de la République qui sont là, qui interdisent ces pratiques-là. Mais ceux qui doivent l'exécuter arguent soit d'un manque de moyens ou bien de la non-responsabilisation des acteurs eux-mêmes. Et je pense que le problème qui se pose, c'est que l'État doit prendre beaucoup plus ça en considération. Les gens aussi qui sont là par une politique de communication, ça veut dire que dans le monde, dans la pêche traditionnelle, les gens qui sont autour de la pêche traditionnelle commencent à comprendre quand même qu'il y a péril en la demeure. Mais malgré cela, je déplore encore
il n'y a même pas 2 jours, j'ai vu quand même sur la plage de Joal et de Mbour, ce qu'on appelle le petit poisson, la petite sardinelle, qui ne fait même pas plus de 3 à 4 cm. Et ce sont presque des alevins. Et je pense que c'est ça qui détruit notre... qu'on ne laisse pas le poisson grandir, pouvoir se reproduire. Et pourtant, il y a quand même des arrêtés préfectoraux qui l'interdisent, où les autorités aillent même jusqu'à faire des sanctions. Mais ce que j'en ai parlé avec le préfet de Mbour hier, seulement, je suis allé le voir, je lui ai parlé de cela, je lui ai dit qu'il faut quand même qu'on soit plus responsable que cela et qu'il n'ait pas peur, il n'est pas là pour gérer des émotions, il est là pour gérer des choses qui appartiennent à toute la nation. Ça veut dire les ressources qui sont là. Le Sénégal en a besoin pour son exportation, pour la rentrée de devises, pour la création d'emplois, parce que quand même vous savez très bien que la pêche quand même est un secteur qui fournit beaucoup d'emplois et il n'est pas normal que les autorités ne prennent place en charge et qu'ils le gèrent avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de justesse et de justice. Mais justement, est-ce que le mort de la pêche au Sénégal, ce n'est pas sa gestion politicienne? C'est vrai que l'autorité, quand ils sont venus, ils ont suspendu des licences. Mais une chose de suspendre des licences, une autre est d'organiser le secteur pour que chacun comprenne l'importance de la ressource. C'est pourquoi je dis, je pense que ça va être les acteurs mêmes. L'État doit aller beaucoup plus dans la conscientisation des masses. Cette masse populaire qui est là, qui pense que même un arrêt biologique leur est préjudiciable. Et je pense que c'est ça le problème. Il faut qu'ils comprennent que parfois le repos biologique leur permet de sauvegarder leurs emplois plus tard. Et qu'ils apprennent aussi durant ces 2 mois ou bien 3 mois d'arrêt biologique, qu'ils apprennent aussi à pouvoir, comment je le dirais, à pouvoir diversifier. Le pêcheur, on doit lui apprendre à faire autre chose que la pêche dans les moments de disette, les moments de repos biologique. Et quand ils gagnent de l'argent, il faudrait que l'État leur apprenne à gérer cet argent-là, à pouvoir l'orienter ailleurs pour que dans les moments où il n'y a pas on parle d'arrêt biologique, qu'ils puissent avoir d'autres revenus. C'est seulement ça. C'est qu'actuellement, le pêcheur, il peut gagner des millions aujourd'hui, le lendemain venir demander un prêt. Et c'est ça le problème. Ça veut dire la gestion de l'argent, le rapport avec l'argent qui n'est pas encore sain parce qu'ils n'ont pas été, peut-être, ils ont toujours eu ces rapports faciles avec l'argent où la mère rapporte beaucoup d'argent, mais le lendemain, ça peut être quelque chose de... l'argent peut disparaître d'un moment à l'autre parce que c'est ça la nature. La nature, on ne peut pas savoir s'il y a des poissons aujourd'hui ou bien demain. Et donc, je pense qu'il faut leur apprendre à gérer mieux leurs ressources qu'ils tirent de la pêche. Et après, maintenant, il faut qu'on n'ait pas peur d'appliquer les lois. Je pense que si on fait des lois, après, pour les contourner, je ne pense pas qu'on ait besoin de législateurs. Les lois sont faites pour être appliquées. Et il faut qu'on les applique. Il faut qu'on les applique. Voilà, moi c'est ça que je dis. Est-ce que le gros problème aujourd'hui, ce n'est pas justement l'inorganisation du secteur, qu'aujourd'hui l'autorité semble juste gérer la pêche, les pêcheurs, mais qu'il n'y a pas un travail qui est fait pour justement conscientiser les pêcheurs, organiser le secteur pour qu'il soit beaucoup plus rentable pour le pays et que la ressource soit préservée? Voilà, c'est ça que je dis toujours. Ça veut dire qu'il faut un accompagnement du secteur de la pêche, des acteurs de la pêche. L'État ne doit pas seulement faire des lois, mais il faut qu'il fasse aussi faire comprendre les lois à ces acteurs-là. Et aussi leur trouver d'autres débouchés. Les aider aussi à être plus responsables. Par la communication. Parfois aussi, quand il faut sévir pour donner l'exemple. Moi, je l'ai dit au préfet, il faudrait, quand on fait des amendes de 500 000 francs à une pirogue, parce qu'il a ramené du produit qui est interdit, mais si les bénéfices ou bien sa vente s'élève à 5 millions de francs, mais il va continuer à l'amener parce que 500 000 francs, c'est rien. Il est prêt à le donner pour avoir 5 millions de francs. Mais si on fait des amendes de 10 millions de francs et qu'on donne l'exemple, et même aussi assorti d'une peine d'emprisonnement, s'il le faut, il faut le faire. Il faut des peines qui sont des peines coercitives pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à faire de l'incivisme dans la pêche. Parce que ça, c'est mettre tout un pays quand même dans l'embarras et dans des difficultés. Et je pense que c'est seulement cela que je dis au préfet. Il faut qu'on arrive, les acteurs, après le dialogue, il faut quand même savoir aussi de temps en temps taper. Mais la pêche rapporte des milliards au Sénégal. Où vont les milliards de la pêche? Mais les milliards, parce qu'ils vont à l'étranger. Les entreprises de la pêche sont détenues par des étrangers qui créent des emplois. Mais ils ont la liberté,
comme vous savez, avec l'entreprise France d'exportation, ils ont la liberté d'exporter, de transférer leur argent à l'extérieur. Et comme ce sont des étrangers à qui on confie l'économie, je veux dire, de la pêche au Sénégal, c'est normal qu'on ne voit pas les milliards. Ça, c'est un problème que souvent posent les patrons sénégalais de façon générale, en parlant de patriotisme économique, que le gouvernement du Sénégal doit accompagner les entreprises sénégalaises d'abord, avant de donner aux entreprises étrangères. C'est ce qui se passe. Mais maintenant, si on parle de cela, les gens pensent qu'on est un peu nationaliste ou bien parce qu'on n'arrive pas à sortir du lot, qu'on essaie d'avoir un avantage de l'État. Mais vous savez une chose, l'État est obligé de protéger son économie. Toutes les grandes puissances protègent leur économie. Nous l'avons vu avec parfois les États-Unis, même parfois ils font du protectionnisme, on le sait très bien. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Des secteurs comme le tourisme, des secteurs comme la pêche, comme l'artisanat, je pense que l'État doit faire du protectionnisme. Ça veut dire la priorité aux nationaux. Et pour cela, et je l'espère, avec le FONGIP qui est là, j'espère qu'avec le FONGIP va soutenir les entrepreneurs sénégalais pour qu'ils puissent accéder à des investissements de qualité, industriels, pour pouvoir petit à petit quand même reprendre l'économie qui était entre les étrangers et le remettre entre les mains des nationaux. Mais ça va se faire tranquillement, démocratiquement, avec une saine concurrence. C'est seulement cela. Et que aussi que les Sénégalais comprennent que quand un Sénégalais, les consommateurs sénégalais, quand un Sénégalais prend son argent pour faire un investissement, il faut l'aider en ayant, je veux dire, consommé son produit. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne pensent qu'à faire des immeubles et qui ne pensent pas à investir dans le tissu industriel. Et ça, c'est important. Mais est-ce que les conditions sont réunies, juste pas, pour que ces Sénégalais puissent investir? Est-ce que l'environnement des affaires au Sénégal est assez rentable, est assez clair, transparent? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, dans le milieu de la pêche, quand je suis revenu de la France, la première chose que j'ai déplorée, c'est que j'ai vu une lenteur administrative sur tous les plans. Ou bien des fonctionnaires qui étaient là, pas pour le gouvernement, pas pour l'État, mais pour leur poche. Comment? Parce que et parfois, pour qu'un dossier puisse aller vite, les étrangers qui sont là, ils n'ont pas d'état d'âme parce qu'ils savent que s'ils donnent de l'argent, leurs dossiers vont être traités en priorité. Et les deux dossiers sont mis à l'écart. Ce sont des choses, c'est pourquoi je dis que ce que j'ai en train de faire le président de la République, de retravailler sur la conscientisation des masses, de reconstruire, comment je peux le dire, le Sénégalais, pour que le Sénégalais puisse devenir un Sénégalais, un citoyen complet, qu'il puisse dire non à la corruption, non aux avantages divers et non constitutionnels, aux avantages anormaux, aux privilèges. C'est seulement en ce sens-là, je veux dire, dans ce sens-là, qu'on arrivera à changer les choses. Mais pour que les Sénégalais puissent changer, il faudrait que l'élite montre la voie. Est-ce que vous pensez que l'élite sénégalaise aujourd'hui est sur la bonne voie, vous montre le bon exemple? C'est ce que je dis. Moi, c'est mon combat. C'est mon combat habituel. Les bonnes compétences aux bonnes places. La compétence, ça suppose aussi en même temps la probité morale. Si on a la compétence technique d'une chose et qu'on n'a pas la compétence morale de la chose, de pouvoir gérer cette chose-là en bon père de famille, cette chose-là n'aura aucun sens ou bien n'aura aucun succès pour la population. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive à trouver des gens qui sont propres, des gens qui sont patriotiques, des gens qui aiment leur pays, qui savent être moins égoïstes, moins nombrilistes et penser beaucoup plus à la communauté. Et je pense que cette population est en train et c'est une jeunesse qui est en train de venir. Une jeunesse qui a compris que si on laisse un établissement qui est là depuis des années, qui est là et que tout ce qu'ils font, c'est seulement pour des intérêts privés, des intérêts individuels, le pays ne pourra jamais se développer. Mais c'est le gros problème. La plupart des Sénégalais pensent que c'est seulement dans le discours que les gens le disent, mais dans les pratiques, c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est pour ça que moi, je me positionne en porte-à-faux de tout cela.
moi, je peux parler que pour moi-même. C'est ce que j'essaie d'éduquer. J'essaie d'éduquer une population bourgeoise. J'essaie d'impliquer, d'amener un souffle nouveau à Mbour, parce que je suis de Mbour et que je suis le président du stade de Mbour. Et qu'en même temps, je suis quand même maintenant un responsable politique à Mbour. J'essaie de montrer l'exemple. D'abord des idées réalistes, concrètes, et après l'exécution. En tant qu'un chef d'entreprise, un projet qui est là, bien étudié, bien pensé, les bonnes personnes qu'il faut, les bons endroits pour cela et l'exécution qu'il faut. Ne pas rester seulement dans les idées et les paroles. Je suis en train de le faire. Et j'ai commencé à parler avec mes collaborateurs de ce qu'on appelle une nouvelle notion qui est le capitalisme communautaire. C'est-à-dire? Le capitalisme solidaire. Pourquoi je dis le capitalisme communautaire? Ça peut choquer, communautaire. Parce que quand on parle de capitalisme, on pense plus à individualisme. Et quand on parle de communauté, on parle plus de communisme. C'est d'abord des notions qui sont parfois antinomiques, quoi. Ça veut dire, voilà. Mais ce que je me dis, si on utilise le capitalisme, l'industrie au service de la communauté, et que les gens qui ont la chance d'avoir des moyens, qui gagnent bien leur vie, apprennent à être moins égoïstes et à prendre une partie de ce qu'ils gagnent et investir dans leur communauté pour servir leur communauté. Parce qu'il y a d'abord deux choses qui sous-tendent ces choses-là, qui sous-tendent ce principe-là. D'abord, la religion, il faut aider son prochain dans toutes les religions. L'islam, le christianisme, on nous dit toujours qu'il faut aider son prochain. Donc aider son prochain, ça va être moins égoïste, ne penser moins à soi et penser aux autres. D'abord une chose, et c'est un acte qui est un acte civique. Un acte civique. Mais de façon concrète. De façon Comment concrète, vous avez fait ce projet? Voilà, de façon concrète. J'ai commencé, comme je suis dans le milieu de la pêche, j'ai commencé à faire le tour de Mbour en parlant avec tous les groupements de femmes, les groupements de jeunes, pour leur expliquer une notion. Je leur ai dit que, vous savez que moi je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout faire. Parce que tout seul, c'est irréaliste de penser que je peux régler tous les problèmes de Mbour. Mais par contre, c'est comme ce que me disait mon père. Si je vous apprenais à pêcher au lieu de vous donner du poisson, est-ce que vous serez d'accord? Il me dit, nous ne demandons que cela. Je leur ai dit, ok, je vous propose qu'on mette en place des boutiques, ce qu'on appelle des boutiques Nimbal Diabot de poissons. Ces boutiques-là, dans chaque quartier, on va mettre 10 boutiques dans chaque quartier, des magasins. C'est vous-même qui allez les gérer. Et dans chaque boutique, il y aura 2 personnes qui seront embauchées. Déjà, on fait de la création d'emplois. Et à la fin du mois, ou bien à la fin de l'exercice, parce que je parle toujours d'économie, je parle toujours d'entreprise, les bénéfices vont revenir à la communauté. Comment? Ça veut dire que les bénéfices vont servir, comme c'est les femmes même qui gèrent, comme c'est la population même qui gère. Et la population s'engage à ne pas acheter du poisson ailleurs que dans leur propre boutique. Donc on commence à parler de communautarisme. Et c'est très important. Et les bénéfices qui sortiront de là-bas serviront à ramener le courant, l'électricité là où il n'y en a pas, à ramener l'eau là où il n'y en a pas, à payer les loyers, la location d'immeubles pour les étudiants qui sont les étudiants mbourois qui dorment dans des couloirs à l'université. Et puis à regarder aussi quels sont ce qui manque, ça veut dire, ou bien des projets de développement dans le quartier. Chaque quartier doit me faire, je leur ai dit qu'il faut qu'on arrive à faire une assise, des assises pour chaque quartier pour savoir quelles sont les doléances de chaque quartier. Et qu'on regarde par priorité, par rapport à ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a parlé d'un poste de santé par quartier, d'un poulailler par quartier géré par les jeunes, d'une boulangerie par quartier géré par les jeunes. Et pour moi, c'est seulement en ce sens-là qu'on arrivera à
à régler les problèmes. Ne plus attendre rien de l'État-providence, ni de la mairie, ni des politiques qui viennent seulement pour des raisons politiques. Ils ne voient les politiques que seulement quand il reste 3 à 4 mois des élections. Et moi, je leur ai dit que je ne conçois pas ces choses-là. Il faut qu'on apprenne à se gérer par nous-mêmes. Ce que j'appellerais le développement inclusif. En termes d'emploi. En termes d'emploi, ce qui va se passer, c'est que nous, actuellement, on est déjà à plus de 80 boutiques. 80 boutiques, donc on est déjà à 160 emplois créés déjà. Et le but, c'est d'arriver à 300 boutiques d'ici la fin de décembre, du mois de décembre. Et donc 600 emplois qui seront payés par leur activité, les bénéfices générés vont revenir à la communauté, au quartier. Bon, je pense que c'est seulement ça qu'il faudrait faire. Mais aujourd'hui, de façon concrète, si un jeune Sénégalais veut s'investir dans ces boutiques, il n'a pas de financement de départ, il n'a pas d'argent, il vient vous voir. Comment vous pouvez l'aider à mettre en place cette boutique qui lui permettra d'avoir de l'emploi? C'est que je n'ai pas voulu faire des choses individuelles. Moi, les boutiques appartiennent au quartier. Sinon, le projet ne serait pas viable parce qu'il y aurait une concurrence. Mais quand c'est le quartier qui s'approprie les boutiques, les 10 boutiques appartiennent au quartier, que tous les groupements achètent dans ces boutiques-là, uniquement dans ces boutiques-là, parce qu'ils savent qu'à la fin, tout ce qui sera tiré de là-bas va leur revenir. C'est seulement dans ce sens-là que le projet pourra réussir. Et donc, je n'ai pas voulu faire des choses individuelles. C'est ça, ça veut dire la notion de communauté. Ça ne pas de créer un problème de gestion? De gestion. Non, parce que derrière, il n'y aura pas de gestion parce que derrière, j'ai une machine de guerre qui est Sangomar, qui est derrière et qui gère cette affaire-là. C'est des professionnels qui gèrent cette affaire-là. J'ai fait une formation aux femmes, à la gestion, à la notion de budget, de dépenses. Et tous les jours, il y a quand même, ils font le calcul de ce qui se passe dans la journée. Et donc, il y a un comment je peux dire, et l'argent est à la banque. Et il y a des traces dans tout cela, c'est une comptabilité. Et donc ce n'est pas n'importe quoi, ça veut dire que je ne laisse pas seulement la gestion aux femmes et puis que je les laisse débrouiller. Non, j'ai fait un accompagnement. Et ce sont les présidents de groupement qui sont là et qui se sont réunis en association, qui gèrent ces boutiques-là. Mais tantôt vous parlez de la rareté de la ressource. On a considéré qu'au Sénégal, que la pêche maritime est utilisée, mais aujourd'hui, dans l'intérêt du pays, beaucoup pensent qu'au Sénégal aussi, on aurait pu développer l'aquaculture ou la pisciculture pour permettre aujourd'hui à ceux qui sont dans les régions d'avoir accès aux poissons. Parce qu'on a connu le fleuve Sénégal aujourd'hui et dans d'autres fleuves du Sénégal, il n'y a plus de poissons. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Investir dans l'aquaculture, et c'est ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que je suis obligé de... Vous me faites parler de mes projets. Parfois aussi, il y a des projets qu'on le garde, parce qu'avec la concurrence, pour être les pionniers. Et actuellement, vous savez que moi, mon projet est déjà terminé. Et je pense que bientôt, sur le fleuve Sénégal, je compte quand même être le premier à faire ce qu'on appelle de l'aquaculture intensive, industrielle. Et j'ai un projet de 4000 tonnes de tilapia vers Richard Toll. Et donc, les études sont terminées, le budget est bouclé. Et maintenant, je pense que j'invite quand même, je pense que c'est l'avenir du Sénégal. Ça va sauver la pêche parce qu'il y aura moins d'efforts intensifs sur la pêche traditionnelle qui est là. Et en plus, les temps de pénurie où on pourra faire des moments une politique de gestion des ressources d'une manière efficiente, on pourra se retourner à l'aquaculture qui pourra quand même permettre d'avoir du poisson, beaucoup de poissons à un prix abordable pour les localités de l'intérieur. Mais en termes d'impact sur l'emploi, qu'est-ce que ça va créer comme c'est beaucoup, parce que moi, le projet des 4000 tonnes, je serai à 800 emplois. Pour les jeunes de Château seulement direct. Vous savez très bien qu'il faut multiplier après pour les emplois directs par 1,5 comme ça. Donc ça veut dire, imaginez 800, on est presque à 1600 indirects, quoi. Et ça c'est important. Et si chaque entrepreneur, j'aime bien maintenant la notion d'entrepreneur républicain. La notion de, avant, je regardais, avant j'étais comme tout le monde. Avant que je ne prenne les destinées du Stade de Mbour, je regardais beaucoup plus seulement à mon entreprise, à mon bien-être et seulement le bien-être de ma famille. Mais depuis que je me suis approché de la population, sincèrement, moi j'ai honte de pouvoir dormir
dans une chambre climatisée et en sachant qu'il y a des gens à Beïdeke, c'est un quartier de Mbour, où quand les femmes doivent accoucher, on les met dans des bassines sur des charrettes pour les amener. Et parfois, j'ai honte de ramener ma voiture là-bas. Je préfère prendre une autre voiture, plus simple, aller là-bas. Et je me suis dit que depuis que j'ai vu ça, je me suis juré et je me suis engagé pour régler ces problèmes-là. À ma façon, je ne vais pas être seul, par ma philosophie, par le savoir-faire, par mon ambition, d'être au moins quelqu'un qui sera le propulseur, ça veut dire de tout cela. Parce que je sais qu'à Mbour, partout dans le Sénégal, il y a des gens de qualité. Et que peut-être si j'ai fait cet effort-là, personnel, de m'impliquer plus, d'être moins égoïste, je pense que je pourrais servir d'exemple. Ce n'est pas être arrogant de dire ça, hein, de penser que je suis le meilleur, non. Mais c'est seulement c'est de l'optimisme, de penser que les autres pourront après faire la même chose dans leur localité. Vous êtes dans le secteur du poisson. Aujourd'hui, le poisson peut-être est devenu rare à Mbour, mais à l'intérieur du pays, dans les villages très reculés, Bakel, Kédougou, Tambacounda, les populations n'ont pas accès au poisson. Et le problème, c'est un problème d'infrastructure. Et je l'ai toujours dit. C'est pourquoi j'ai dit que le ministère de la Pêche doit être géré par un professionnel de la pêche, du milieu de la pêche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème n'est pas forcément un problème, c'est un problème, ça veut dire c'est un problème structurel. Et il faut aller de la base vers le sommet. Il faut aller de long à large, des extrémités au pôle. Voilà, c'est ça que je me dis que il faut avoir une vision large des choses. Moi, j'ai proposé une fois un ministre qui était dans l'alternance, la première alternance, je leur avais proposé pourquoi de ne pas faire un organisme qui est là, un organisme de veille, qui va être en contact avec tous les quais de pêche du Sénégal. Quand il y a trop de poissons à Joal et que tous les camions partent là-bas pour charger, et tous, ils partent dans la même direction, ça veut dire le marché central de Dakar. Quand ils vont là-bas, il y a trop de poissons et les prix baissent et il y a toujours des pertes. Pendant ce temps-là, à Bakel, à Tamba, il n'y a pas de poissons. Pourquoi il n'y aurait pas un organisme qui est chargé de faire la distribution des camions pour aller tous à l'intérieur du Sénégal? Vous savez, parfois on jette le poisson à Joal. Bon, ces temps-ci, il n'y en a plus parce que les ressources sont rares. Mais il y a des moments, et ça arrivera, des moments où le poisson qui coûte actuellement, le panier de poisson coûte 11 000 francs CFA, de la sardinelle, de 50 kilos. Mais il y a des moments, il coûte 500 francs. Parfois, on le jette parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'il n'y a pas des installations, des frigos pour pouvoir stocker et puis conserver cela. Et pendant ce temps-là, à Bakel, ils n'ont pas de poisson. Ou bien le poisson coûte 100 francs CFA, la sardinelle. Et pourquoi l'État ne peut pas prendre ça en charge pour faire suffisamment de faire une bonne distribution? C'est de la communication, c'est du renseignement et de l'organisation. Organisation et méthode. Moi, c'est ça que je dis. Et c'est ça qui manque. Ça veut dire qu'on laisse les acteurs, chacun aller de ses propres moyens, de sa propre initiative. Et il y a des heures, tout le monde pense que c'est le marché de Dakar qui sera le plus rentable. Tout le monde se retrouve là-bas. Pendant ce temps-là, parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller loin, parce que les routes sont plus dures. Et en plus, ça fait plus fatigant. C'est plus fatigant. Mais si on leur demande de faire l'effort, d'aller là-bas, parce qu'il y a un organisme qui gère ça et qui suit cela, mais je pense qu'on réglera le problème de la distribution. On a beaucoup parlé de la rareté de la ressource. Le gouvernement à l'alternance d'Abdoulaye Wade avait quand même un projet qui était assez intéressant. C'est de récupérer les vieilles carcasses de voitures, les récifs, et aller les mettre dans certaines zones qui permettent aux poissons de venir pondre et de créer un peu la régénérescence de la ressource. Aujourd'hui, ce projet semble être abandonné. Mais ce projet-là, je pense que ça ne règle qu'une partie des problèmes là. Mais ça règle déjà une chose. Non, je veux dire, ça peut régler seulement, essayer de reconstituer le récif, l'habitat de certains poissons qui sont, on appelle les poissons sédentaires, comme le tchof, comme les langoustes, qui sont là, qui ont besoin d'avoir un abri. Mais il y a, vous savez que ce qu'on appelle les pélagiques, ils n'ont pas besoin de cet habitat-là. Et ils ne restent pas sur place. Prenons l'exemple du thon et de la sardinelle. Vous savez que
il y a quand le thon quitte le Maroc, au moment de frais, il quitte avec peut-être un 20 kg. Il va peser 20 kg au Maroc. Quand il revient ici, quand il arrive au Sénégal, il est presque dans les 80 kg. Et c'est le même poisson-là qui repart au Maroc. Donc vous savez qu'on a le même stock de poissons entre, je veux dire, pour cette région de l'Afrique, du Maroc jusqu'au Libéria. C'est le même stock de poissons qui part. Et je pense qu'il faut une politique régionale. La gestion des ressources de manière régionale. Je vais vous dire une chose. Actuellement, au Sénégal, on a interdit à certains bateaux de venir pêcher ici. Mais ces bateaux sont en train de pêcher en Guinée-Bissau. On a des bateaux chinois qui sont en Guinée-Bissau et qui ne sont pas, qui sont des bateaux monstres, qui ne respectent pas les ressources et qui cherchent seulement certains types de poissons et tous les pélagiques dont ils n'ont pas besoin, ils les jettent à la mer. Mais c'est un gâchis. Et ce poisson-là n'appartient pas forcément, forcément à la Guinée-Bissau. Ces poissons appartiennent aussi, il faut une gestion aussi au Sénégal, une gestion commune. De la ressource. De la ressource. Avoir la même politique, la même politique en matière de conservation des ressources de notre continent. Et si on ne le fait pas, je veux dire, le Sénégal a beau faire ses lois, peut-être que ça va améliorer 10%, mais les 90%, il faut que les autres États aussi y participent. C'est pourquoi je dis qu'il faut des gens qui maîtrisent ces choses-là et qu'on leur donne, c'est à nous, les acteurs, de gérer nous-mêmes notre secteur. Pas des politiques. Mais le projet quand même de mettre des vieilles carcasses de voitures dans certains récifs, ça permettra d'éviter que les pêcheurs sénégalais aillent jusqu'en Mauritanie, où les bateaux sont souvent arraisonnés, il y a des problèmes de conflits qui se créent, des bateaux qui sont confisqués, des pirogues confisquées. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Ça permettrait aussi beaucoup plus à l'État de se débarrasser des carcasses. C'est beaucoup plus pour cela. Je ne pense pas que, mais pour ce qu'il faudrait faire d'abord, il faut qu'on arrête d'utiliser des explosifs d'abord dans notre mer. Mais c'est interdit ça. Oui, mais les gens le font. Mais pourquoi l'État ne fait pas de l'État, quand on parle avec la surveillance des pêches, ils vont dire qu'ils ont un problème de moyens, pas assez de bateaux, pas assez de... Et en plus, ces acteurs-là, ce sont les propres pêcheurs. C'est les propres pêcheurs qui le font. La pêche sportive avec de l'explosif, ce n'est pas une bonne chose. Alors que la pêche sportive doit être une pêche sélective. Avec les palangres, avec la pêche à la ligne, où on sait que quand on prend, c'est un gros poisson qu'on a pris, pas un poisson qui ne s'est même pas encore reproduit. Et donc, je pense que l'État doit continuer ça. C'est pourquoi je dis toujours, on a des bonnes idées, mais on ne les applique pas. Ça va être, et pourtant, c'est une continuité. L'État est censé être une continuité. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait, moi, je dis, dans tous les secteurs du Sénégal actuellement, dans tous les secteurs, il faut mettre des entrepreneurs à la tête de certains secteurs. Des entrepreneurs, des gens qui ont fait leurs preuves et qui savent prendre un projet et le traduire en acte. Et l'exécuter, c'est ça qui est important. Donc le choix des personnes n'est pas bon. C'est sûr. Dans le secteur de la pêche aussi. Dans le secteur de la pêche. Mais aujourd'hui, beaucoup disent que vous investissez à Mbour, vous avez mis des petits projets, comme vous l'avez dit tantôt, de Dimbal Ndiabour. C'est parce que derrière ces Dimbal Ndiabour, il y a l'ambition politique. C'est la mairie de Mbour qui vous intéresse. Mais vous savez, moi je me dis, pourtant le discours que je tiens à la population bourgeoise, parfois on vient me parrainer pour telle chose, je leur ai dit, moi je ne rentre pas dans tout ce qui n'est pas développement, ça ne m'intéresse pas. Mais la mairie vous intéresse? Non, vous savez pourquoi la mairie, c'est seulement un moyen pour encore arriver à aider plus la population. Moi je n'ai pas besoin de cela. Le Stade de Mbour, je n'en ai pas eu besoin. C'est eux qui sont venus me chercher quand j'habitais à Dakar. J'ai vendu ma maison, je suis rentré à Mbour. J'ai pris mon argent, je le mets là-dedans. Cet argent-là, j'aurais pu faire comme tout le monde, faire des immeubles comme tout le monde. Vous savez, je suis jeune, mais je pouvais vendre et mon entreprise et tout, et être un rentier comme tout le monde. Prendre mon chapelet et prendre mon chapelet seulement. L'ambition d'être maire de Mbour. Mais c'est une ambition qui est saine. Pourquoi? Parce que comme je dis toujours, la personne, ou bien les personnes qui gèrent notre commune ne sont pas forcément là pour les intérêts de la population. Pourquoi? Je ne sais pas.
Ils sont comme tout. Ça veut dire que je parle de l'établissement, les politiques qui sont là et qui pensent que la politique est une profession. La politique, c'est une vocation. Pour moi, pour être, je vais pas. C'est ce que je dénonce aussi au niveau de la fédération. C'est pareil, partout. Une vocation, médecin, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent d'abord. C'est d'abord, c'est tellement beau de pouvoir soigner une personne d'abord. C'est une vocation. Mais si vous vous jetez dans la mare politique, vous risquez de devenir un politicien aussi. Non. Pourquoi? Parce que moi, ce que je leur dis, je suis en train d'apprendre, je veux faire une rupture globale des choses. Ça veut leur montrer qu'on peut être... parce que c'est quoi la politique? C'est la gestion de la cité. Ce que je suis en train de faire. Créer des emplois, permettre à la population de ne plus attendre rien de la mairie et de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes par un développement inclusif. Ce n'est pas de la politique, cela. C'est pourquoi j'ai dit même à mes... Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Quand je vais finir avec mes boutiques, je vais faire ma propre mairie et je vais l'appeler la vraie mairie de Mbour. Mais le problème qui va se poser, c'est que vous, en tant qu'homme qui veut entrer dans la politique, les candidatures indépendantes ne sont pas encore autorisées. Bon, mais vous savez... Si vous n'êtes pas parrainé par un parti politique, vous aurez des problèmes pour parler de Mbour. C'est pourquoi je félicite et j'encourage le président à aller beaucoup plus pour l'application de l'acte 3 de la décentralisation. C'est-à-dire? Donc, sur tout ce qui est l'élection du maire au scrutin universel direct. Moi, j'adore ça. Ça veut dire que la population, directement, celui qui aura plus de voix va être maire. Qu'on ne passe plus par les conseils municipaux, qui sont tous des politiques qui sont là, qui font des magouilles pour mettre la personne qu'ils ont élue, mais que la population n'a pas élue, pour gérer leurs propres intérêts. C'est ce que je propose aussi à la Fédération sénégalaise de football. Il faut que certains postes soient des postes à responsabilité. Il faut que ce soit la population qui les mette à cette place-là. Et que ces personnes-là doivent d'abord répondre à certains critères. Comme pouvoir prendre 10 millions, le mettre quelque part pour montrer que je suis venu dans le sport. Pour nourrir le sport, mais pas se nourrir du sport. Pas vivre du sport. Et aussi la mairie, c'est pareil. Moi, si je vais vous dire une chose. Ce que j'ai fait déjà, avec le stade de Mbour. Mais c'est la responsabilité de la mairie. L'équipe Fagnon de la ville de Mbour, qui a été créée, on dit 1960, mais c'est 1959, par d'illustres personnages, parmi lesquels Demba Diop. Jusqu'à présent, c'est la mairie qui a toujours eu cette responsabilité-là. Et depuis qu'on est entré dans le monde du professionnalisme, la mairie donne une subvention, une petite subvention. Est-ce qu'elle a les moyens aussi? Les moyens, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et ça, je vais en venir tout à l'heure. Ce que je dis, ce que je fais là, prendre des jeunes, créer des emplois dans le milieu du sport. Maintenant, on parle beaucoup de Mbour grâce au stade de Mbour, qui est monté en première division. Il y a Djambar aussi à côté. Hein? Non, mais Djambar, c'est beaucoup plus Sali que Mbour. Vous savez que maintenant, Sali, quand même, c'est une commune. Djambar, on dit Djambar de Sali. Il y a Trekunda aussi. Mais c'est des équipes-là. Ce qu'ils font. Mais ce sont les plus grands promoteurs de la ville de Mbour. Et donc, ça veut dire qu'on participe quand même au rôle qui est quand même dévoué comment ça s'appelle encore, à la mairie. On prend notre argent et on le met. Mais si la mairie ne fait pas d'effort par rapport à cela, donc qu'on me ramène comme argument qu'il n'y a pas de moyens, les moyens, il faut aller les chercher. On a une mairie, on a la chance d'avoir Mbour est une ville touristique. Mbour et Joal sont les deux premiers ports de pêche traditionnels du Sénégal. Qu'est-ce que la mairie ne gagne rien de cela? La gestion des de football demande des moyens. On ne peut pas tout le temps travailler sous forme de mécénat. Quel est justement l'argument qu'il faut mettre en place pour que la gestion de l'équipe soit partagée par Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'utiliser le stade de Mbour comme laboratoire de ce que j'aimerais faire au niveau de la présidente de la fédération, au niveau de la fédération sénégalaise de football. Vous êtes candidat à la fédération? Je suis candidat à la fédération, pour la présidence de la fédération sénégalaise de football. C'est quoi votre projet? Le projet, d'abord, par rapport à Mbour, comme vous m'avez demandé, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Parce qu'on ne peut plus être seulement un genre mécène tout le temps qui donne de l'argent. Vous savez, ces boutiques-là qui sont là, il y a un pourcentage qui part pour gérer le stade de Mbour. Actuellement, on est en train de mettre une petite fabrique à eau pour vendre de l'eau
Et cette eau-là s'appelle la Mbouroise. Tous les bénéfices vont revenir au Stade de Mbour et au développement de la ville de Mbour. On va continuer dans ce sens-là. On va essayer de faire du jus. Et on va utiliser le patriotisme. On va utiliser le fait que Stade de Mbour appartient à la ville et que la population se reconnaisse, que la population reconnaisse à travers le Stade de Mbour pour que maintenant vendre ces produits-là. C'est les propres, ça veut dire la population qui va, par sa consommation, financer le Stade de Mbour. Et quand je vais arriver entre 2 et 3 ans à mettre en place une industrie autour du Stade de Mbour par des produits, même du lait, si je dois le vendre, je vais le vendre. Même des cacahuètes, si je dois le faire, je le ferai. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois et des ressources additionnelles pour le Stade de Mbour et qui sont des ressources qui sont pérennes. C'est ça qui m'intéresse. Et quand j'y arriverai, je céderai la place à quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas indispensable. Oui, mais tout ça, c'est bien beau. Mais quel est le mécanisme qui sera mis en place pour montrer qu'effectivement, ce que vous avez dit comme en tant que bénéfice puisé par ces ventes-là, iront exactement là où doivent aller? Mais parce que la gestion, ce n'est pas géré par moi, c'est géré par le Stade de Mbour, c'est géré par la population. Je ne gère pas. Moi, je m'occupe seulement des moyens et de cadrer les choses. Mais c'est une gestion qui est transparente. Et ça, c'est très important. Ce que j'appelle la participation, ça veut dire la gestion participative. C'est la population. Mais je ne peux pas faire, ce n'est pas mon entreprise. Ce que je suis en train de faire, c'est mon entreprise qui j'utilise mes moyens pour venir d'abord en renfort, pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir le produit. Je mets mon argent pour les premières machines. Il faut toujours être ce bénévole qui fait cela. Donc c'est l'argent, c'est moi-même qui prends l'argent pour créer la première machine, pour faire démarrer le schmilblick, comme on dit. Et après, maintenant, les ressources qui seront tirées de là vont servir à faire d'autres acquisitions, après à la diversification, à faire, et automatiquement, on arrivera à une certaine autonomie qui m'est très chère. Mais tantôt, vous disiez que vous êtes candidat à la Fédération sénégalaise de football, que vous voulez, à partir de votre exemple, développer cela au niveau de la fédération. C'est quoi votre projet? Le projet, c'est très clair. D'abord, sur le plan institutionnel. Je pense qu'il faut un toilettage des textes. En quoi faisant? D'abord, simplifier les textes, parce que je trouve que les textes sont très obscurs. On ne sait pas qui fait quoi. Les rapports entre les différents organes qui gèrent, qui sont à travers la fédération, entre la ligue professionnelle, les fédérations, les ligues et tout cela, il faut que ces choses-là soient plus simples. Il faut aussi changer le mode de scrutin. Donc, inclure le scrutin, ça veut dire universel direct. C'est très important pour la présidence et les membres de la fédération. Imposer. Mais comment faire pour changer ces textes? Ouais, mais c'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si les textes restent à l'État, vous n'avez aucune chance de prendre la fédération. Non, c'est pourquoi je dis que c'est l'État. À un certain moment, comme ça aussi, quand même, c'est un pouvoir régalien, quand même. Ça veut dire que ce domaine-là était un domaine qui revenait à l'État. Et l'État seulement a fait quand même, a donné ce domaine-là à la fédération. Voilà, c'est une délégation de pouvoir. Et donc l'État, encore, en sachant que la FIFA n'aime pas forcément trop cela, mais quand même l'État, avec la FIFA, en discutant avec la FIFA, on peut venir changer les choses pour plus de neutralité dans la gestion du football. Pourquoi je veux dire ça? Vous savez qu'au niveau de la fédération, il y a des gens qui sont installés, je fais exprès d'utiliser le mot installé, qui sont installés là depuis des années. Et le résultat, nous ne l'avons pas vu. Le résultat, c'est la Mauritanie qui nous a même éliminés sur le plan local. Le résultat, c'est des débarques en Guinée équatoriale. Le résultat, c'est que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à rien faire. Le résultat, il n'y a pas assez d'infrastructures. Le résultat, notre football professionnel n'est pas attractif. Et dites-moi, comment vous voulez
que ces gens-là continuent à nous promettre encore que dans 4 ans encore, ils vont changer, et par miracle, ils vont changer les choses là. Il faut savoir avoir quand même cette culture de la démission, de se dire que nous ne sommes pas indispensables, qu'on a essayé. En quoi la fédération est responsable de cela? Parce que c'est l'État qui doit construire des infrastructures dans les régions. Aujourd'hui, on a constaté qu'au Sénégal, il n'y a pas des formations cadettes. Dans les régions, il y a aussi des potentialités qui ne sont pas exploitées. Quand vous allez à Ziguinchor, dans d'autres contrées du pays, il y a des jeunes footballeurs qui sont là-bas, qui sont talentueux, mais qui ne peuvent pas servir le football sénégalais parce qu'il n'y a pas d'infrastructures de base. Mais ce qu'il faudrait faire, donc ça veut dire qu'il faut supprimer la fédération et ne plus faire de délégation de pouvoir, laisser ça au ministère directement gérer ça. Ça veut dire que si on donne à quelqu'un, on délègue, on attend quelque chose de cette institution. La fédération, si la fédération attend que toutes ces ressources viennent de l'État, nous n'avons pas besoin de la fédération. Est-ce qu'elle a le budget qu'il faut pour faire ça? Oui, mais le budget, mais c'est pourquoi je dis, à un moment, nous, vous savez, on n'a pas la chance d'être dans un pays industrialisé comme en Europe, où quand même les médias redonnent je veux dire, beaucoup d'argent à la ligue professionnelle pour les droits de retransmission télévisés, pour aussi le sponsoring qui mettent beaucoup d'argent. Et l'État aussi, on a un État aussi qui a quand même un peu plus de moyens et qui fait cela. Mais quand nous, on a la malchance d'être dans un pays qui est un pays, je veux dire, on dit en voie de développement. Moi, je continuerai à parler de sous-développé. Sous-développé. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser certains mots. On a besoin de ce choc-là pour pouvoir se réveiller. Donc on est dans un pays sous-développé, où l'État-providence n'existe pas. Si l'État avait les moyens, il ne le déléguerait pas, il le laisserait seulement sous la tutelle de son ministère. Mais à votre avis, comment faut-il développer les moyens pour que la fédération ait assez d'argent? Je pense que qu'il y a eu déjà une erreur qui a été faite et que je n'ai pas pu comprendre. Comment on a pu fonctionner pendant 4 ans sans agent marketing? Qu'est-ce qu'on a fait en 2002? On a eu un agent marketing qui était Pamoudi. Quand même, cette personne-là, malgré tout ce que j'ai entendu, a quand même eu un résultat. Il paraît quand même qu'on est revenu en temps positif, vrai ou faux? Et ça a permis à financer certaines choses. Et comment on a pu fonctionner pendant 4 ans sans agent? Je ne comprends pas cela. Déjà, pour moi, c'est une faute professionnelle. Ce n'est pas normal. Et il faudrait que donc, la première chose à faire, prendre un agent marketing, celui qui avait, je pense que Pamoudi ou bien un autre Sénégalais. Et j'aime bien le mot Sénégalais. Il y a des Sénégalais. Mais pour qu'un agent marketing mette son argent dans l'équipe, il faudrait que l'équipe soit attractive. Non, qu'il l'accompagne d'abord. Mais il faudrait qu'elle fasse des résultats. Mais je pense que le rôle de l'agent marketing, c'est de pouvoir rendre notre football attractif, de trouver les idées. Et trouver son compte aussi. Hein. Non, mais bien sûr, mais c'est normal. Personne ne travaille, c'est normal. Ce sont des professionnels. Ils travaillent, ce n'est pas nous qui devons être dans la fédération, qui sommes là, des bénévoles. Nous sommes censés être des bénévoles, nous ne devons pas toucher d'argent là-bas. On est là au service de la communauté. Mais les agents marketing, ils sont là pour, comme vous le dites, c'est du marketing, c'est du business. Mais nous aussi, donc il faut qu'on se comporte comme des businessmen. Parce que pourquoi la fédération nous a poussé la ligue professionnelle à devenir, ça veut dire la ligue à être professionnelle? On demande de créer des entreprises qui gèrent notre football. Donc quand on parle d'entreprise, on parle de business. Donc on parle d'entrepreneur. Et donc la fédération doit se comporter comme telle, comme un entrepreneur, en créant une industrie du sport. Dans les domaines, vous savez, il y a des domaines de la consommation de tous les jours, des biens de consommation, ça veut dire comme je veux dire, des denrées alimentaires qui sont là. Et pourquoi je vois parfois que ces sociétés-là font appel à la fédération pour pouvoir vendre leurs produits. Mais pourquoi nous, on ne crée pas ces usines-là pour nous-mêmes, vendre ces produits-là à travers nos joueurs qui sont quand même attractifs, et aussi prendre les anciens joueurs qui n'ont pas eu la chance de devenir des professionnels, de vivre de leur métier, les mettre dans ces usines-là et les aider aussi. Tout ça, c'est la création d'emplois. Et c'est ça l'État. L'État n'a pas forcément besoin d'avoir des titres seulement. L'État a besoin de construire sa population. La population, les joueurs, ils font partie de sa population. Et donc, nous avons la responsabilité de gérer ces jeunes-là. Il faut qu'on leur assure un avenir meilleur. Tout le monde ne peut pas être professionnel. Donc, ces usines-là serviraient en même temps à recaser ces anciens professionnels, ces anciens joueurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'extérieur ou bien d'avoir dans de grands clubs. Et en même temps, rapporter des ressources additionnelles qui pourront servir à faire des investissements dans les quartiers. Ça veut dire les synthétiques dans les quartiers. J'ai entendu que le maire de la mairie, je ne dirais pas le maire, je dirais la mairie de Dakar a décidé de prendre 3 milliards pour le mettre de faire des synthétiques dans les quartiers. Et je pense que ça veut dire que donc je suis sur la bonne voie.
de dire qu'il faut donc ramener le football dans les quartiers, dans les écoles. Mais c'est important, avec le football scolaire, et universitaire, c'est important. Ça veut dire que tout cela, il faut la base, il faut, et ça, cet investissement-là, ça demande, il faut aller chercher l'argent quelque part. Et l'argent, il faut se comporter comme un entrepreneur, créer une industrie dans le sport. N'ayons pas peur de cela. Et pour ça, il faut mettre des gens qui savent créer des choses et qui savent l'exécuter. Pas des gens qui sont beaucoup plus de la théorie. Parce que je veux dire, comme dans la pêche, dans tous les secteurs du Sénégal, dans le sport, il y a eu des séminaires. Il y a eu, si vous allez au ministère de la Pêche, vous allez voir des livres, des études qui sont là depuis des années où on a parlé d'aquaculture, on a parlé de tous les problèmes, les maux du Sénégal, mais on ne donne pas de solutions. Ou bien si les solutions sont là, il n'y a pas des gens qui peuvent traduire en acte ces solutions-là. Mais justement, c'est ça le gros problème de ce pays. C'est le problème d'action et de mise en œuvre. On a réfléchi pratiquement sur tout. Le sport, il y a eu des assises qui ont été faites. Les gens en ont parlé, reparlé. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. L'impression qu'on a, c'est que dès les gens qui sont en commande, ils sont comme ligotés. Mais parce qu'ils sont pris en otage par un lobbying qui est là que pour leur propre intérêt. C'est pour ça que je me bats pour cela, contre cela. Je me bats contre ce lobbying, ces gens qui prennent en otage le football sénégalais. Ils sont là depuis longtemps. Dans la meilleure partie de ces gens-là, ils n'ont même pas, si on leur demande qu'est-ce que c'est quoi votre profession, ils ne peuvent pas vous le dire. Et ils roulent dans des voitures, et ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas... Comment ils font? Dites-le moi. Il y a même le président Gaston Mbengue, lors d'une réunion, qui a commencé à dire, mais nous, en Wolof quoi, mais il y a mais laissez-nous aussi, nous avons football. Mais c'est important ça. Pourquoi ces gens-là, qui sont là depuis longtemps, ne veulent pas céder la place à des nouveaux qui viennent et qui peuvent apporter quelque chose? Et pourquoi même actuellement, nous les jeunes qui arrivons avec beaucoup d'ambition, et il ne faut pas mélanger ambition et arrogance. Non. Parce que j'ai entendu le président de la fédération actuelle, M. Senghor, dire que j'y vais avec beaucoup d'humilité. Parce que peut-être qu'il a entendu que M. Samb se positionne comme un messie. Non, pas comme un messie. Moi, je parle de choses qui sont concrètes et que je fais tous les jours. Ça veut dire que la création d'emplois, la création de richesses. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Et dans ces 4 ans, on ne peut pas se permettre de perdre encore 4 ans. Ça va être un désastre. On est dans un pays actuellement où le président est en train de refaire, comment ça s'appelle encore, de reconstruire les Sénégalais, où ça va prendre du temps pour la lutte contre la corruption, pour que les gens comprennent qu'il faudrait d'abord avoir la notion du travail. L'argent ne circule plus comme ils disent, parce que c'était de l'argent qui n'était peut-être pas l'argent adéquat pour notre économie. Et que maintenant les gens doivent aller travailler pour faire circuler cet argent-là. Et que pendant ce temps-là, les gens actuellement, tout le monde dit que le pays se porte mal. Et si on perd encore 4 ans, alors que le football nous donne de l'espoir, mais qu'est-ce qui va nous rester? Et on ne peut pas se le permettre. Et pour cela, il faut qu'on redéfinisse nos priorités. Ça veut dire que parler à la population, leur dire qu'il faut qu'on apprenne à accepter de repartir à la base, ne pas leur promettre d'aller à la Coupe du Monde, ne pas leur promettre d'avoir une Coupe d'Afrique tout de suite, mais repartir faire le travail à la base, où on apprend à jeunes à jouer au foot, à être des hommes, à être des patriotes, à être des responsables, à travailler en équipe, à savoir jouer ensemble, monter en équipe cadette, aller en junior ensemble, avoir une base locale solide où les jeunes ont l'habitude de jouer ensemble, ils greffent des professionnels de l'extérieur, des Sénégalais de l'extérieur, qui viennent étoffer notre comment je peux le dire, notre football, et après pouvoir prétendre à rivaliser avec les grands. Est-ce que les conditions sont réunies justement pour le faire? Mais ces conditions-là, il faut accepter d'abord qu'il faut qu'on retourne à la base. Et que ce qu'il faudrait faire, les infrastructures, d'abord de base. Dans les quartiers, dans les écoles, les clubs amateurs, leur donner plus de moyens aux clubs amateurs, parce que c'est le club amateur aussi qui forge, qui sont le début et aussi le relais au professionnalisme. Donc ces clubs amateurs-là, il y en a plus de 283. Il faut leur redonner des moyens. Il faut autonomiser les ligues régionales, les districts, pour qu'ils aillent chercher des moyens pour pouvoir compétir plus, pour que les jeunes puissent faire partie, je veux dire que le football puisse faire partie de leur quotidien. Et c'est en ce sens-là. Et puis on avancera. Et pour ça, les moyens, comme je dis, si on a les moyens de pouvoir d'abord avoir une industrie qui nous apporte de l'argent,
d'avoir d'abord un produit qui est attractif, mais les télévisions vont venir, les sponsors vont venir. Et en plus aussi, je propose aussi pour cela que quand on doit montrer notre football professionnel, ce qu'il faudrait faire, il faut quand même inclure toutes les télés. Pas seulement une seule télé. Pourquoi on ne faudrait pas, je veux dire, des diffusions tournantes? Ça veut dire aujourd'hui, c'est une télé qui va aller là-bas. À Diourbel, c'est une autre télé qui ne va pas. Et ça permettra parce que c'était là, sache que ça devient quand même un intérêt national qu'il nous aide, le football sénégalais, parce que ça devient c'est un problème d'État. Et qui se comportent comme des patriotes et qu'ils montrent ce football-là pour que les gens puissent savoir actuellement, il y a du travail qui est en train de se faire et que les sponsors puissent quand même venir investir et pendant la division des matchs et qu'un quart va pour les équipes, un quart pour la télévision, un quart pour la fédération et un quart pour la ligue professionnelle. Et je pense que si on fait ça, c'est des moyens encore pour avoir des ressources additionnelles. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Il faut que tous les acteurs, qu'on se mette autour d'une table et que cette fois-ci, qu'on aille à l'essentiel, ne plus parler de théorie. Les théories, je veux dire, comme dirait Wole Soyinka, il faut sauter sur le tigre et voilà. Le tigre n'a pas besoin de sa tigritude. Il se jette sur sa proie et la mange. Et la mange, c'est ça. On en a à ce stade-là. Et on a trop théorisé, on a trop fait de projets, des projets qui n'en finissent pas. Les Sénégalais, ils sont très forts dans cela. Mais quand il s'agit d'aller à mais ça, c'est pratiquement dans tous les secteurs. Hein? Oui, mais maintenant, de la vie au Sénégal. Maintenant, mais je comprends. C'est pourquoi moi, je suis très désolé de voir que quand quelqu'un a des idées et en plus cette personne-là est en train de faire ses preuves de là où il est. Donc on devrait lui donner comme une chance de pouvoir apporter sa petite contribution et après passer à autre chose. Pourquoi je dis passer à autre chose toujours? Je veux qu'on réduise la durée, la possibilité de la durée ça veut dire le mandat, on doit seulement le mettre pour 4 ans, non renouvelable. Du président de la fédération? Oui, mais bien sûr, parce qu'il n'y a que les présidents de la fédération, de potentiels présidents de la fédération ici. Il faut le faire. Ça veut dire qu'on vient pour 4 ans, on a besoin, on fait ses preuves, et on laisse l'autre continuité, l'autre qui va venir amener sa touche pour faire avancer les choses. Vous comprenez? C'est pour ça aussi que je dis en même temps par rapport à la ligue professionnelle, la ligue professionnelle de football doit être gérée par des salariés, des professionnels du sport, pas forcément des présidents de club. Parce que les présidents de club, il n'y a pas de transparence, on ne peut pas être juge et parti. Laissons d'autres personnes qui sont neutres, qui sont des salariés, qui gèrent notre football et qui sont là que des employés. Et qui gèrent le football. Et nous, les présidents de club, allons dans nos clubs et essayons de trouver des ressources pour gérer nos clubs. Mais on ne peut pas être au niveau de la Ligue régionale, au niveau du district, vouloir être président au niveau des commissions de la Ligue prochaine, être au niveau de la fédération. Mais moi, je ne comprends pas cette boulimie de postes qui animent les Sénégalais. Non. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont... Et tout le monde veut participer au développement de notre pays. Laissons les gens participer. Laissons les gens participer. Salou Samb, merci. Je rappelle que Salou Samb est opérateur économique. C'est un pêcheur qui veut aller à la pêche du football sénégalais, avec qui nous étions sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.